C'est une histoire de Tom que nous a raconté Étienne. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi, c'est Gérald. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau épisode dans la série Crash Test. On a fait quelques-uns ces temps-ci. Il le fait à chaque fois si bien, je suis épaté. On a fait plusieurs crash tests différents. Les différents sont dans la description. On a fait des trucs avec de la guitare, on a fait des trucs avec une grosse caisse. Alors, voilà, des petits trucs. Ces crash tests, en fait, c'est des choses dont on entend parler, qu'on voit des gens faire, qu'on nous explique. Et on se dit, tiens, ça a l'air marrant comme truc et on va tester, voir ce que nous, on en pense. Et dans ce cas-ci, en fait, c'est un de nos chers académiciens, Étienne, qui nous a envoyé un petit mail qui a dit « Ah, si vous voulez tester, j'ai vu cette vidéo où en fait c'est pour la prise de son de batterie, spécifiquement sur les toms. Le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse est aussi dans la description. C'est pas notre idée. C'est pas notre idée, mais c'est quelque chose auquel on n'avait jamais pensé et qu'on a testé. L'idée, c'est que c'est comment mieux enregistrer un tom et avec un truc spécial qui fait que chez vous, en home studio, ça peut même être très pratique. Avant qu'on rentre dans le détail de tout ça, vous likez la vidéo parce que ça va être cool, de toute façon vous nous faites confiance, vous vous abonnez à la chaîne parce que vous l'avez pas encore fait et personne ne sait pourquoi vous l'avez pas encore fait, quelle drôle d'idée, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, vous allez sur l'académiedugrosson.com/bonus, ça c'est notre site internet sur lequel vous pouvez rentrer vos petits emails comme il est en train de faire et vous recevez des bonus, c'est-à-dire on a un guide d'achat pour votre home studio. On a un tableau des fréquences pour vous aider à mixer et on a plein de plugins gratuits qu'on trouve sur le net. Enfin, nous on n'en a pas plein, mais on a une liste qui va vous permettre d'aller chercher ça sur le net. Et en plus, tant que vous êtes sur notre site, on a plein de cours cool sur comment s'enregistrer à la maison, un peu ce dont on va parler ici, de l'enregistrement, comment mixer avec des pros, débutants ou avancés. Vous allez trouver votre bonheur sur notre site et en plus ça va nous aider à fond la caisse à continuer notre belle aventure de l'Académie du Gros Son. Et on dit que l'argent n'achète pas le bonheur. Non, c'est vrai, mais ça non, achète des courageusses. C'est ça, et ça contribue à nous aider. Donc, de quoi va-t-on parler exactement? Je vous explique le concept qui, sur papier, théoriquement, est très cool. C'est-à-dire que quand on enregistre un tom, c'est sympa de mettre un micro dessus quand on a assez d'entrée dans sa carte son. Ce qui est très cool quand on fait une caisse claire, souvent on aime bien prendre le bottom parce que ça ramène quelque chose en plus. En particulier, la caisse claire, forcément, il y a le timbre. Mais sur le tom, souvent, on se dit ce serait sympa de pouvoir mettre un deuxième micro en dessous pour aller chercher de la profondeur, un élément en plus. Moi, je me le dis souvent. Qui nous manque. Quelque chose qui nous manque, voilà, c'est ça. Possible. Il y a des choses parfois où il y a des gens qui retirent la peau de résonance pour pouvoir mettre le tom. Un peu comme on fait dans une grosse caisse pour avoir une attaque différente. Bon, voilà. Tom, il me manque. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Ok, on lui écrira. C'est quelque chose que moi j'aimerais bien faire de temps en temps. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a un ingé son qui est venu enregistrer ici au studio. Il avait mis tous des micros sur les toms et c'est vrai que ça a amené quelque chose en plus. Maintenant, qui dit ça veut dire des micros en plus, ça veut dire des entrées carton en plus. En général, en home studio, c'est déjà compliqué d'enregistrer, déjà d'avoir des micros sur tous les tomes, on est content, mais alors dire ouais vous êtes gentils les copains, mais mettre ça en dessous, ça va être compliqué. Or cette technique, le principe c'est effectivement de mettre un micro au-dessus et en dessous, mais la spécificité c'est que la personne qui explique cette technique dans la vidéo, c'est qu'il a soudé un petit câble spécifique, c'est-à-dire que la sortie du premier micro qui est sur le top vient dans une connexion XLR, celui en dessous, pareil, vient dans la même connexion XLR, et il a soudé le deuxième, celui qui est en dessous, on va dire en opposition de polarité. Enfin, il a inversé la polarité, donc la phase est inversée au niveau du... Le plus sur le moins sur le plus. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ce qu'on fait en fait quand on enregistre une caisse claire, c'est-à-dire que quand on frappe avec la caisse claire sur le micro, la peau d'essence qui crée une dépression sur le micro top, mais en dessous, le micro bottom, lui, il se prend une pression, donc les deux sont inversés, on inverse l'un des deux, et les deux, du coup, fonctionnent dans le même sens. Et sur le tom, c'est la même chose, sauf que ici, en faisant ça avec le câble, il n'y a pas besoin d'entrée supplémentaire, les deux sont directement dessus. Et ce que la personne explique, c'est que du coup, comme on a deux micros identiques, branchés, qui arrivent instantanément au même préampli, avec le même préampli qui a les mêmes caractéristiques sonores, enfin ça c'est un peu moi qui extrapole parce qu'il ne l'a pas expliqué dans la vidéo, mais ça me paraît logique, on a directement un signal qui est plus complet du tom. Et ce que lui dit, en tout cas dans la vidéo, c'est que ça aide aussi à un peu supprimer l'acoustique, un peu l'ambiance, puisque forcément on inverse la polarité. Il y a une partie de la room qui est un petit peu rejetée et qui isole aussi le tom d'éléments sur le côté. Intéressant. Éventuellement. Ça, c'est ce qu'il explique en théorie. Crash test, on va tester. Moi, j'ai jamais fait ça. J'avais pas de câble comme ça, donc je me suis amusé à en souder un pour l'occasion. On aurait pu effectivement enregistrer un au-dessus, un en dessous, le mettre dans deux préamplis parce qu'ici on a suffisamment d'entrée-sortie et inverser la polarité. Vous pourriez le faire, ça vous laisse encore la possibilité de travailler dessus, mais du coup, c'est deux préamplis différents qui sonnent peut-être un peu différemment, donc ça va peut-être créer de légères... Au niveau de la phase, il y aura peut-être des rotations, différentes fréquences, bref.
C'est possible. Il peut y avoir, c'est peut-être moins efficace. En tout cas, lui, il dit qu'il fait ça depuis 20 ans et qu'il n'a jamais été déçu, quelle que soit la batterie, quel que soit le truc. Lui, il fait ça avec des 604 de chez Sennheiser. Du coup, on a trouvé des 604 d'ailleurs. Et on remercie Dorian. On a fait un petit appel sur Facebook et il nous a prêté ça gentiment. Donc c'est super Très cool. Merci beaucoup. Je finis et après, c'est le professeur André qui prend la suite. Donc, on a mis une batterie. On a juste mis un tome. Sur ce tome, on a mis un 421. C'est moi ce que j'aime bien faire en général. Ça, c'est ma technique habituelle. C'est ce qu'on va écouter en premier. Et à côté de ça, sur le même tome, dans la même prestation, on a mis les deux 604 avec ce fameux câble inverseur de polarité. Okay. Et maintenant, on va comparer ma bonne vieille technique avec cette technique-là et voir ce que ça amène de différent, qu'est-ce qu'on en pense, d'intéressant ou pas. Pardon, je rajoute encore un truc. Moi, je me suis occupé de l'enregistrement, j'ai fait le son, j'ai déjà écouté ce que ça donne. Donc, c'est pour ça que c'est André qui fait l'analyse, parce que lui n'a pas écouté le résultat. Donc, moi, forcément, je me suis déjà fait une petite réflexion. Lui va le découvrir sous vos yeux ébahis. Il va faire son analyse, et puis on va en discuter tous les deux. Mais non, je te laisse. C'est parti. Donc, du coup, nous avons un petit peu de batterie ici, qui sonne comme ceci. Voilà, donc nous avons juste un kit très simple, un kick snare, même en termes de micro, nous avons juste kick snare et les overhead. Et on va écouter un tout petit peu ce tome. Donc déjà ici, ça va, ça sort pas trop mal, on entend plutôt bien, on va juste écouter en solo. Voilà, très classique, un son complet, beaucoup de frappes, beaucoup de corps, pas énormément d'autres choses dedans. Donc ça c'est bien, malgré le fait que la ride sur laquelle je joue est juste au-dessus. Classique pour ce genre de prise avec un 421, donc qui est dans un micro directif. Ça va, franchement ça va. Écoutons peut-être qu'est-ce que ça donne sur l'autre. Alors donc là, exactement au même endroit, on solo aussi. Ok, c'est cool ça. Attends, je réécoute l'autre. On va écouter peut-être dans l'ensemble. J'ai déjà quelques idées qui me viennent en tête de choses dont j'aimerais vous parler, mais je vais d'abord écouter dans l'ensemble. Je vais un peu le pousser dans le mix global, comme ça on entend plus le tome. Dans un mix complet, le tome tel qu'il est ici serait un tout petit peu perdu. On va le pousser exprès. Intéressant, ok. Alors moi j'ai deux choses déjà. Premier truc qui me choque un peu, c'est que j'entends pas nécessairement que c'est deux micros différents mis ensemble. Donc là c'est déjà cool parce que j'avais un tout petit peu peur que... Un premier truc que je me suis dit... Il y a un problème. Ouais, qu'il y a des problèmes de phase, que ça sonne un peu phasé et puis surtout que ça se mélange pas très bien, forcément. Mais moi ce que j'entends ici c'est qu'on a un tout petit peu plus de... C'est un peu plus plein comme son, il y a un peu plus de bas rond. Là où sur le 421 c'est un peu plus dur et peut-être... l'attaque est plus exagérée, ce qui, pour moi, dans un tome, presque n'importe le style, mais l'attaque comme ça très pointue est toujours de trop. En général, ce que je fais, ce que je te vois aussi faire beaucoup dans les mix, c'est quand même calmer beaucoup l'attaque des tomes avec genre un truc comme un L2, enfin un limiteur. Ah oui, ça oui. Tu vois, vraiment couper, enfin un peu clipper en fait l'attaque, faire remonter tout le corps du truc que tu veux pas entendre. Et puis dans le fond. Donc ça c'est intéressant et on le voit même sur les fonds d'onde. Sur le même coup, c'est la même prestation, on a un ratio entre l'attaque et le corps du son qui est beaucoup plus intéressante sur la version en dessous, donc avec les 104. On a cette pique qui monte moins haut ici et le corps du son qui est un tout petit peu gonflé. C'est pas énorme comme différence, mais c'est quand même présent. Et écoutons ça un peu en solo. Évidemment, il y a des différences dues au son micro. Les 604 de chez Sennheiser sont un peu plus doux que le 421, aussi de chez Sennheiser. Ici, ce que j'entends un tout petit peu, c'est un poil plus de notes chantantes, comme ça dans le fond, ce qui est cool. Ça, j'imagine que c'est les micros en dessous.
Et ce que j'entends aussi, c'est que tout ce qui est le reste du kit, notamment la cymbale, est moins agressif. C'est intéressant, c'est intéressant. Je t'avoue que c'est pas incroyable. Non, ouais. Je sais pas Quelles si sont un la peu tes diff- conclusions alors Ouais. Comme ça, vite fait. Alors donc là, la comparaison qu'on n'a pas, c'est juste une prise avec juste un 604 au-dessus. On a peut-être dû faire ça aussi, mais il faut pouvoir comparer un peu les micros purs. Pour moi, ça aurait été vraiment intéressant s'il y avait une vraie réjection de tout ce qui se passe autour. C'est léger, mais C'est ça y est un léger. peu. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 2 micros. En général, quand tu as 2 micros, le bruit ambiant de tout le reste de la batterie va s'additionner dans les deux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, souvent que moi, je fais pas de micro-tom sur le bottom, parce que je trouve que ça très vite, ça fait remonter un peu du brol Encore du bruit. et du bruit. Et ici, j'ai pas ce problème. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que si on faisait la technique classique, un micro par préampli, blablabla, on flippe la face, truc machin, je pense qu'on aurait plus de bruit et une couleur probablement un peu plus agressive. Donc ça, c'est intéressant. Là où je trouve ça moins intéressant, en tout cas par rapport à un simple 421, c'est un peu la précision de l'attaque. Je trouve que c'est quand même plus claquant sur le 421 et du coup, on peut faire un choix par la suite de comment est-ce qu'on processe ça dans notre mix. Ouais. Là où ici, on est tout de suite... Enfin, pour moi, celui-là, par exemple, c'est un peu plus loin. Oui, il ressort naturellement moins fort. Ce qui est cool dans cette technique, hein, pour moi, c'est que ça rend le truc un peu plus précis, un peu pré-EQé, ça nettoie un peu, mais ça le fait de façon arbitraire. Et peut-être qu'on aurait voulu que ce soit un tout petit peu différent, et qu'en gardant les deux pistes séparées, on peut encore redéplacer très légèrement pour que ça se fasse à des fréquences qui peut-être nous conviendraient mieux. Et on dirait qu'il y a des choses qui ont été, d'une part, qui ont été gommées, et ça aide, mais aussi on dirait qu'on a perdu un petit peu certaines choses. Enfin, c'est un peu mon ressenti. Oui, J'ai l'impression que de la couleur du le tome, tome ouais. est plus travaillé, mais il a moins de couleurs, effectivement. Du coup, il est un peu plus précis, je dirais, peut-être. Mais il y a des choses où on sent qu'il y a... des choses où il y a une forme de précision, mais que l'autre, le 421, est plus complet. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que ça rejette quand même un petit peu la room. Il y a beaucoup de room, parce qu'on a fait ça exprès dans la live room. C'est que la question qui se pose, c'est que c'est des micros différents. Est-ce que ça vient pas tout simplement de comment les micros sonnent? Ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est de le faire avec 2 autres micros, genre des SM57 que tout le monde a, ce qui permet de voir si cette technique refait la même chose. Et peut-être cette fois-ci de faire une prise avec juste le SM57 qui permettrait de comparer ce que c'est un micro et avec les deux et voir ce que ça fait. Je pense que ce serait plus complet, quoi. Ok, c'est parti. On y retourne. Cool, nous avons donc enregistré ça et maintenant, alors, on va écouter, donc ici, c'est une autre prestation du coup. Nous avons donc ici la prise avec 2 SM57. Donc la fameuse technique qu'on crash avec test, les mêmes câbles, pour voir si etc. on obtient le même genre de résultat mais avec un autre micro, pour voir si c'est le micro qui sonne différemment ou la technique. Ça, c'est intéressant par contre. C'est pas comme ça qu'un 57 sonnerait d'après moi juste sur le tome. Bah, d'ailleurs, nous avons cette prise ici qui est donc juste le 57 sans celui en dessous. Ça sonne comme ça. Ouais, donc comme vous voyez, même juste visuellement, on a beaucoup plus d'attaque. Une pique comme ça transitoire qui est incroyablement haute, qu'on va devoir calmer parce que dans un mix ça va être beaucoup trop fort. Plus d'attaque, plus de détails, mais aussi plus de chut sur l'ensemble. Ouais. On réécoute. C'est cool, franchement c'est cool. Pour moi, il y a toujours ce côté que quand on mélange les deux, tout a l'air d'être un poil plus loin. Ouais. Forcément, puisque ça a un impact sur vraiment la transitoire du son. Donc les deux, ça ne sent pas parfaitement à la même distance, etc. Donc
Là où maintenant les petites différences de phase ont surtout de l'impact, comme c'est des différences très petites, parce que on essaye d'être le plus proche possible, même distance du tome, mais on n'y est pas, c'est que du coup, ça a surtout un impact dans les hautes fréquences. Donc, qui veut dire ça, veut dire aussi surtout un impact sur l'attaque, là où il y a le plus de... Forcément, parce que le reste du son de tome, c'est en haut. Perso, je préfère le corps du son dans cette version à 2,57. C'est un peu plus rond, c'est un peu plus plein. Je préfère aussi le son du reste du kit dans celui-là, parce que justement, il est plus doux, il est un peu plus éloigné aussi. Je pense que cette histoire d'attaque et tout petit peu d'être un peu plus loin, c'est des choses qui se rattrapent facilement en mix, parce que c'est dans tous les cas quelque chose que je devrais faire sur ce 57 ici, par exemple. Genre là, tel quel, il n'est pas trop utilisable, parce qu'il a énormément de transitoire. Il va être embêtant dans la compression de la batterie complète, il va être embêtant après dans le limiteur de sortie, etc. Donc là, on va quand même devoir faire des choses pour le calmer, ce qui va un tout petit peu le pousser en arrière. Donc ça, c'est pas gênant. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu comme s'il y avait déjà une pré-EQ et une pré-compression dessus, mais sans avoir fait dans une machine, quoi. C'est vraiment ma conclusion. En fait, je trouve que c'est cool parce que ça marche relativement bien au niveau de la réjection. C'est pas miracle, c'est pas magique, mais effectivement, ça isole un petit peu plus par rapport à l'ensemble du kit. D'ailleurs, on va peut-être vite faire réécouter ça sans les tomes, juste la partie où je joue. Je précise que pendant l'enregistrement, j'ai pas changé les gains. Donc Ouais, on a ouais. l'impression que ça diminue, pas parce que j'ai mis moins fort, c'est exactement le même C'est parce préampli avec le même qu'on a réglage. deux C'est micros avec ce câble. Donc ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça nettoie un peu, ça permet d'avoir une prise plus propre. Sans contexte, ça paraît pas beaucoup. Dans un contexte, moi je dirais qu'on a quand même une différence de 6 dB. Donc, Non, oui. Et puis on va compresser, machin, et donc ça va faire remonter tout ça. Donc plutôt que, enfin ça aide en tout cas. Ça, franchement, c'est pas mal du tout. Après, je trouve que c'est cool parce que ça permet d'avoir éventuellement un son de tome plus complet, comme tu disais, pré-cué, pré-compressé, sans devoir avoir une tranche, enfin une entrée en plus dans sa carte son. Pour des gens qui enregistrent home studio, c'est cool. Ouais. Le seul truc, moi je pense qu'il faut faire attention avec cette technique, c'est comme tu disais, il y a des micros soucis qui pourraient arriver avec la phase. Toi tu disais, ça peut être cool, on peut le régler au mix. Moi, j'aurais peut-être tendance, parfois, dans certains cas, je préférerais avoir peut-être plus d'attaque, mais ça, c'est propre au contexte et à la musique. Je pense que ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est à la prise de son, juste peut-être déplacer un tout petit peu, jusqu'au moment, à la limite, on va avec un casque qui isole le plus possible, et on tape sur le tome, et on déplace jusqu'au moment où on dit « Ah voilà, j'ai mon niveau d'attaque ». J'ai l'impression que ça va pas changer grand-chose sur l'aspect réjection, mais du coup, là, avoir un son, parce qu'après, on n'aura plus l'occasion de jouer sur ce deuxième micro. C'est vrai. Et alors, je pense que dans ce cas-là, c'est une technique qui vaut la peine d'être utilisée pour ce qu'elle permet. Donc, ça marche bien. C'est pas un game changer pour moi, mais je trouve là ça... Là où, par exemple, sur cool. les autres crash tests qu'on a fait, il y avait des grosses... vraiment des très très grosses différences de « Ah ok, là c'est mieux, là c'est moins bien ». Enfin, en tout cas, où là on préfère, là on aime moins. Il y a des avantages, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une contrepartie si on ne fait pas attention à certains détails. Mais en tout cas, si tu as par exemple une carte son à 8 entrées ou à 4 entrées et que tu fais de la batterie et que tu veux pouvoir encore affiner ta prise de son sans devoir nécessairement investir dans une infrastructure plus grande, c'est intéressant, c'est vraiment cool. Si tu as déjà par exemple le micro et qu'il te suffit juste de fabriquer un câble, c'est très simple. Donc pour rappel, le câble c'était juste 2 XLR normaux mais qui se retrouvent sur un seul XLR à la fin. Un des XLR, donc c'est lui en bas. Donc le micro d'en bas, on inverse le plus et le moins. C'est ça. Et donc, pourquoi pas? Ça peut être très cool. Personnellement, je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire. Non. Par contre, ça me donne envie d'essayer, moi, de mettre des micros quand même sur les tomes. C'est ce que je ferais. Mais peut-être que je garderai en séparé. Du coup, j'aurai encore cette possibilité de régler, je sais pas. C'est que ça pourrait être cool, ouais. Voilà. Mais après... Moi, ce qui m'embête avec ça, tu vois, avec le fait de mettre des micros sur les buttons, c'est pour ça que j'ai jamais fait, c'est parce que ça dédouble encore tous les choix que je dois faire à la post-prod, d'alignement de phase, de trucs machin. Ce qui est cool ici, c'est que tu l'as fait. C'est fait, tu peux plus y retourner. C'est intégré dans le son. C'est intégré dans le son, ça fait partie du truc. C'est comme mélanger plusieurs micros sur une guitare. Ça. Si tu es à la prise de son, tu fais « Ah non, ça sonne, c'est cool », bah alors c'est bon, en fait. qu'une seule source. Pour moi ici, c'est peut-être un 15 sur 20. Tu vois, oui, c'est bien, on va mettre des cotes, tiens. Ouais, voilà, c'est peut-être pas un 20 sur 20 comme les autres, mais c'est intéressant. C'est pas un échec, allez, 12. C'est intéressant, c'est à bien connaître et à tester. Et je suis sûr qu'il y a des personnes pour qui ça peut être dans des home studios, quoi, ça peut Tout à fait. Donc, voilà. Ça peut être vraiment cool.
Moi, personnellement, ça m'a pas convaincu suffisamment pour que je me fasse maintenant 3 câbles comme ça et que je les emmène dans tous les studios à chaque fois. Mais par contre, comme tu disais, je vais essayer les micro tom bottom à la prochaine fois. Voir si on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Cool, j'espère que c'était intéressant pour toi. N'hésite pas à nous donner d'autres idées dans ce genre-là. Merci Étienne. Merci Étienne beaucoup, merci Dorian pour les micros. Ça nous intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce que toi tu voudrais voir comme test. C'est des trucs qu'on aime bien faire parce que justement ça te donne l'opportunité d'essayer des trucs pour lesquels on n'a pas le temps en général. Et puis ça me donne le choix, la possibilité de souder des câbles, c'est super. C'est toujours fun, ouais. Surtout après tout en patch que tu viens de ressouder il y a pas longtemps. On n'en parlera pas. Merci beaucoup pour ce temps passé avec nous et après que tu aies soudé tes câbles et que tu aies enregistré ta batterie, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, c'est de faire de la musique.